Bonjour et merci pour ces salutations en chorale que vous m'avez chantées. C'est comme si c'est le premier jour à la maternelle lorsque nous allons à l'école pour la première fois et ce que nous pensons à ce que l'année va nous faire. Et je me souviens que lorsque on nous pose la question, qu'est-ce que vous avez fait durant les vacances? Et puis, vraiment, depuis la dernière orientation pour les délégués, nous avons fait beaucoup. Beaucoup s'est passé. Nous parlons de cette orientation, cette conférence générale qui va se passer à Minneapolis en 2020. Et c'est ce que nous voulons faire. C'est comment nous avons abouti à ce programme, quels sont les aspects logistiques, tout ce qui est impliqué pour la conférence générale. Je vous dis maintenant que le nombre de délégués a été fixé par les statistiques que nous recevons de la part de GCFA et selon les délégués, le nombre de délégués qui doit être entre 600 à 1000 délégués. C'est à moi de décider combien de délégués pourraient être inscrits inscrits selon cette formule. Donc, c'est la décision à la commission de la conférence générale qui a fixé le chiffre en utilisant la formule et nous avons maintenant 862 délégués. Et en plus de ce nombre, nous ajouterons les invités des églises affiliées autonomes et des églises affiliées unies. Nous aurons aussi des invités religieux, méthodistes de notre famille wesleyenne et méthodiste et des autres qui participeront en tant qu'observateurs ou par Internet. Les délégués sont choisis par un processus dans les conférences annuelles d'élection. Ils ont 3 étapes pour être certifiés pour la conférence générale. Premièrement, c'est la certification par le secrétaire de la conférence annuelle, les délégués des conférences centrales et des juridictions et aussi les délégués suppléants à la conférence centrale ou juridictionnelle. Et ils sont délégués par ordre d'élection à la conférence générale. Ils sont certifiés par le secrétaire de la conférence annuelle auprès du secrétaire de la conférence générale en utilisant un formulaire officiel. Parfois, les formulaires ne sont pas remplis correctement et donc nous allons redemander encore les informations et nous sommes toujours dans le processus de compléter la certification de certains délégués. Le ADCA, le quotidien du défenseur chrétien en communication préalable, est votre guide pour traverser tout ce qui est impliqué dans la conférence générale. Il vous faut, par exemple, suivre tout ce qui se passe. Les ADCA ont déjà été envoyés, expédiés à l'adresse que vous nous avez fournie. Donc, vous recevrez certainement des coups de fil de votre famille en vous disant qu'il y a un colis qui vous attend. J'espère que vous avez aussi trouvé le lien pour accéder à chaque ADCA en ligne pour version numérique. Ça comprend tous les rapports de tous les groupes qui doivent remettre un rapport à la conférence générale. Le ADCA comprend aussi toutes les pétitions disciplinaires et non disciplinaires qui ont été soumises. Et le ADCA contient 3 sections. La première, volume 1, c'est un manuel pour le délégué qui contient la liste des délégués, là où les délégués seront assis, tout ce que nous avons disponible au moment de la publication. Tout ce qui n'est pas disponible au temps de la publication sera inclus à la première version, la première publication du DCA, le premier jour.
Donc, le directeur du ADCA aussi collabore avec la commission sur la conférence générale. Si vous regardez dans la liste, vous verrez qu'il y a certaines conférences annuelles où nous disons ces informations n'ont pas été disponibles au moment de la publication. Il faut vous rappeler qu'il s'agit de plusieurs mois. Donc, entre maintenant et toutes les informations que nous recevons dorénavant jusqu'à la conférence générale seront comprises dans la première publication du DCA. Maintenant, je demande à Sarah Hodgkiss de venir nous expliquer quels sont les changements de ce ADCA. Donc, les délégués ont reçu les informations pour qu'en plus de l'ADCA imprimé, tout le contenu de ces ADCA seront disponibles sous forme numérique sur le nouveau site du DCA. C'est www.dailychristianadvocate.org. Les délégués titulaires et les premiers suppléants auront accès gratuit au site web du DCA et les autres pourront acheter l'accès à ce site par abonnement. Le site web du DCA sera mis en ligne le 3 février 2020. Vous pourrez aussi acheter sur le site de Cokesbury l'abonnement. Pendant la conférence générale, les rapports, les points de calendrier, les nouvelles, les comptes rendus et autres informations de la conférence seront publiés chaque jour sur le site. Les délégués titulaires recevront quotidiennement pendant la conférence générale une sélection du contenu de grande importance du DCA sous forme imprimée. Mais ces éditions imprimées ne seront pas disponibles à l'achat. Sous forme de PDF, ce contenu sélectionné sera publié sur le site. Alors, je vais parler un petit peu des Chromebooks. J'ai assez de connaissances sur la technologie, donc je ne pourrai pas vous expliquer entièrement, mais je pourrais vous dire qui est capable. Les délégués titulaires recevront un Chromebook sur place lors de la conférence afin de faciliter leur utilisation de la nouvelle version en ligne du DCA. Et ne vous inquiétez pas, il vous faudra les rendre à la fin de la conférence générale. Encore une fois, le contenu de grande importance sera distribué et imprimé aux délégués. Mais d'autres contenus, tels que les actes de la conférence, ne seront disponibles que sur le site Web. Et ce site du DCA est accessible sur ordinateur, des tablettes et les téléphones. Et le site est conçu pour fonctionner avec les principaux navigateurs modernes. Alors, Google Chrome version 79+, Firefox version 72+, Safari version 13.0.4+, et Microsoft Edge version 79+. Pour des performances optimales, nous recommandons d'utiliser un appareil fabriqué au cours des 2 ou 3 dernières années, doté d'au moins 4 gigaoctets de RAM et d'un écran d'au moins 10 pouces pour faciliter la visualisation et l'utilisation du site Web. Nous avons, par exemple, si vous voyez les vidéos, vous verrez des délégués qui ont l'édition actuelle, le livre de discipline et tout ceci sur la table. Mais maintenant, nous avons la possibilité de voir 2 à 3 fenêtres sur un petit appareil. Donc, voilà. Vous verrez alors les changements des pétitions qui ont été modifiées, l'actuel, etc. Les Chromebooks ne sont destinés à être utilisés que pendant la conférence générale et seront récupérés auprès des délégués après la clôture de la conférence. Certains délégués préféreront naturellement utiliser leur propre appareil pour accéder au site plutôt que le Chromebook.
Nous avons envoyé des informations concernant les préférences des délégués. Et quelque chose à noter, c'est un logiciel basé sur le web. Alors même avant de venir à la conférence générale, si vous utilisez ou si vous accédez au site, vous pourrez alors vous pouvez connecter et accéder à tout ceci. Donc, même avant la conférence, vous pourrez avoir accès à ce site. Pour les PDF, du contenu sélectionné seront affichés sur le site web de la conférence générale que les groupes ou les individus pourront choisir d'imprimer. Vous pourrez aussi aller à cokesbury.com si vous voulez acheter les publications ou l'abonnement. Et maintenant, Suzanne. Alors voilà, maintenant, je vais partager avec vous le programme de ce que je fais. Je suis coordinatrice du calendrier. Dans le ADCA, il y a l'horaire qui est imprimé et ce n'est pas très joli et c'est un peu long. Alors ici, dans ce livre que vous avez reçu, il y a toutes sortes d'informations, y compris l'horaire. En bref, à la page 8 de ce document, je vais tourner à ça. Vous allez voir une version de l'horaire de chaque jour, le calendrier. Alors, je vais vous expliquer comment on a fait ceci et ce qui se passe durant la conférence. Alors, le calendrier est la responsabilité de la Commission sur la conférence générale. Ils se réunissent pendant 4 ans avant la conférence générale. Alors, tous les 6 mois, ils se sont réunis durant tout le quadriennat. Je suis trop élancée que le micro n'était pas assez élevé. Voilà, voilà. J'espère que vous pouvez m'entendre. Alors, la commission sur la conférence générale a plusieurs comités et un, c'est le comité sur le programme et c'est à eux de développer l'horaire et de faire cet horaire. Alors, ils ont commencé avec l'horaire de la fois passée et ils ont discuté ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors, en 2016, ça marchait très bien, la manière pour le calendrier. Alors, l'ordre du jour sera le même que 2016. Alors, à la fin du quadriennat, ils reçoivent les demandes de ceux qui veulent parler à la séance plénière et la commission décide qui va parler à la plénière et combien de temps ils peuvent parler et où on va mettre cela. Alors, vous verrez plusieurs choses spéciales ici sur l'ordre du jour, telles que nous avons le culte chaque matin. C'est un bon moyen de commencer la journée. Et puis, nous avons 2 sessions du matin et 2 de l'après-midi et la clôture à 18h30 le soir. Le premier jour, mardi, c'est notre organisation. Mardi, mercredi, c'est quand nous commençons à considérer le travail et organiser les comités législatifs. Et jeudi, vendredi et samedi commence avec la plénière. Et puis, on se divise en comités législatifs. Et puis, la deuxième semaine, nous sommes en plénière. Il n'y a plus de comités législatifs. Alors, je veux parler un peu sur les présentations qui ont été approuvées. Dans la première semaine, nous avons l'adresse épiscopale, l'adresse de la jeunesse et des laïcs, un rapport sur les principes sociaux et le livre général de discipline, rapport de la table connexionnelle, l'étude de juridictionnelle et le plan de retraite. Et c'est plutôt parce que il concerne la législation que vous devez voter. Dans la
deuxième semaine, il y a la présentation de Africa University, de GBGM, les hommes méthodistes, quelques anniversaires, le 80e anniversaire de Amcor, communication méthodiste plutôt, le 100e anniversaire de bâtiment méthodiste. Il y a plusieurs cultes spéciaux. Et puis, quelque chose de nouveau, c'est jeudi, le 7 mai, la première semaine, il y aura jeudi en noir. Et on vous demande de porter le noir le jeudi, le 7. Alors, ici, l'interprète en porte noir. Alors, c'est le Conseil œcuménique des Églises de demander à chaque personne, chaque jeudi, de porter le noir parce que nous cherchons la fin à la violence contre les femmes et le viol des femmes. Alors, jeudi en noir, c'est un programme organisé par le Conseil œcuménique des Églises. Alors maintenant, nous revenons à Gary pour nous dire ce qui se passe quand nous arrivons là. Une partie de l'éducation et recherche que nous faisons pour évaluer le 2012, 2016 et 2019 sessions est autour de la sécurité et enregistrement. Alors, nous avons fait des améliorations de processus pour enregistrement. Pour ceux qui sont des participants, vous allez enregistrer dans un espace et les autres dans un autre espace. Pour enregistrer, il faut avoir une carte d'identité avec photo. Vous aurez besoin de la carte d'accréditation si vous êtes délégué ou délégué suppléant. Il faut venir à la salle d'enregistrement avec votre carte d'accréditation et avec votre carte d'identité. Quand vous entrez dans la salle, les délégués vont dans une queue et les participants pour une autre raison si vous êtes personnel ou volontaire, toutes ces catégories, vous allez prendre une autre queue. Il y aura l'enregistrement seulement à des stations d'enregistrement qui sont gérées par les volontaires. Ils font un bon travail et ils sont patients comme nous entrons dans la nouvelle technologie que nous recherchons maintenant. Je leur remercie pour leur soutien. Il n'y aura pas d'enregistrement par tout un groupe à la fois. On ne peut pas enregistrer ensemble. Chaque délégué sera enregistré à la fois, seul. Ce n'est pas la responsabilité de délégué de parler pour un autre délégué. Chaque délégué vient et s'il y a besoin d'interprètes, nos interprètes fournis par Don Reasoner, le service de langage, seront là pour servir comme interprète. Il y aura un bureau d'assistance pour accréditation. Ils ne peuvent pas remédier le problème sur place, mais il y a un autre bureau pour les problèmes d'accréditation. Il y aura des photos sur votre étiquette. On va faire votre photo et ça apparaîtra sur la carte. Ici, j'ai le badge d'identification, mais
n'importe qui pourrait mettre ça. Si vous ne me connaissez pas ou l'autre personne, vous ne saurez pas que j'ai perdu mon badge d'identification et une autre personne le porte. Et c'est un problème euh, que nous devons pour garder l'intégrité de notre processus. Le comité sur l'accréditation va nous aider avec ça. Une autre chose que nous avons pour nous aider avec la sécurité, c'est en ce qui concerne le lieu où chaque personne doit aller s'il y a un désastre. Nous devons faciliter pour savoir qui est là, qui doit être là, qui n'est pas là, etc. Alors pour faire ça, nous allons dans l'ancien style où c'est comme la salle de classe où tout le monde regarde vers le devant. Alors, les chefs de délégation alors peuvent mieux faire l'appel pour savoir qui est là. Parce qu'en 2019, une délégation qui avait 4 à 5 tables, et il y en a, la chef de délégation peut être à compter les gens à côté ou la table à côté, mais ils n'ont pas noté pour les 6 à 7 tables. Alors, nous voulons assurer que les chefs de délégation peuvent compter les délégués qui sont là. Il y aura 9 sections dans la salle accessibles au microphone que nous avons placé dans la salle. S'il y a besoin pour qu'un délégué quitte la salle, il y a le processus pour le délégué de réserve. Ce n'est pas 5 à 10 minutes, c'est tout un après-midi ou un jour ou 2 jours. S'il faut sortir et revenir vite, vite, les WC sont disponibles même dans la partie de sécurité. Alors, ce n'est pas question de quitter le barreau. Il n'y a pas de délégué de réserve qui vient vite, vite comme ça. S'il y a besoin que le délégué de réserve quitte, le délégué primaire doit déposer sa carte de vote et le nouveau carte sera activé. Alors, c'est le processus que nous avons employé en 2019 et nous continuons cela. Il y aura le service d'un parlementaire en 2020 et il sera avec nous. C'est Len qui était avec nous en 2010. Lumi est avec nous avec les appareils de vote. Et il y aura une formation en site pour l'emploi de machines à vote. Il y aura une orientation pour les délégués des conférences centrales juste avant la conférence. Il y aura aussi une formation pour les conférences centrales. La conférence, les évêques m'aident pour fournir une orientation en profondeur 2 jours avant le commencement de nos comités législatifs. L'orientation des délégués pour tous, nous avons vu combien sont nouveaux et combien reviennent et nous pensons qu'il n'y a pas besoin de faire 2 orientations, mais tous peuvent apprendre les mêmes choses à la fois parce que si vous revenez, il y a assez de choses nouvelles qu'il faut apprendre de nouveau. Peut-être vous pensez de ce qui se passe, mais peut-être c'est changé. Alors, nous allons faire une orientation samedi soir. Une orientation pour tous les délégués à la fois. Ce sera, mardi le 5 mai. Mardi le 5 mai. Le jour avant, il y aura
on aura organisé les comités législatifs 2 jours, comité de corrélation et éditorial, le journal et les officiers. Ces comités sont nommés par le Conseil des évêques et ils servent durant la conférence générale pour tous les comités. Nous avons 2 encore, c'est Abby et Susan qui vont partager sur ça. Si vous tournez à la page 27 du guide de la conférence générale que vous avez reçu, vous allez trouver une explication du processus législatif où les pétitions sont reçues et sont revues par le comité sur référence. Les comités législatifs peuvent se diviser en sous-comités. Les sous-comités se réfèrent au comité législatif qui reçoit une vote favorable passe à la séance plénière pour la discussion sur calendrier et chaque action plénière est l'action finale. Alors plus détaillé, c'est à la page 27. Alors, Abby Parker Herrera, pour la toute première fois en 24 ans, je ne connais pas toutes les pétitions, c'est elle qui les connaît. Alors voilà, en tant que pasteur dans la conférence du Rio, Texas, je commence et j'implante de nouvelles communautés d'adoration. Alors, je fais le chaos en création. Mais j'ai commencé ce processus d'ordre et en juillet, les pétitions ont déjà commencé à être soumises. Et la semaine, lorsqu'elles étaient dues, j'avais à peu près 20 dans ma boîte. Et puis à la fin de la semaine, j'en avais à peu près 1200. Donc voilà. Et la plupart de ces pétitions ont bien suivi les conditions du paragraphe de la discipline. Et ce sont des bases de données que j'ai alors faites. Elles ont été réparties dans les comités qui s'alignent avec les paragraphes des pétitions ou le sujet de la pétition. Maintenant, toutes les pétitions sont publiées dans le ADCA. Certaines de ces pétitions étaient identiques, donc elles ont été regroupées. Donc, si vous vous demandez où se trouve votre pétition, peut-être ça se trouve avec une pétition où c'est indiqué qu'il y en avait 10 autres identiques ou semblables. Le paragraphe 507, certaines de ces pétitions n'ont pas été soumises selon les dispositions et donc elles vont être examinées par le comité des pétitions. Alors, tous les comités maintenant, Église et Société 1 à 34 pétitions, Église et Société 2 à 73 pétitions, Église et Société 3 à 15 pétitions, Conférence contient 106 pétitions. Discipula contient 38 pétitions. Administration financière contient 63 pétitions. Foi et constitution à 24 pétitions. Administration générale contient 44 pétitions. Ministères globaux contient 23 pétitions. Commissions indépendantes contient 49 pétitions. Administration judiciaire contient 58 pétitions. L'Église locale contient 14 pétitions. Enseignement supérieur et surintendance, vous serez très heureux, ça contient 73 pétitions. Ministère ordonné contient 110 pétitions. Et
comité permanent en matière des conférences centrales contient 23 pétitions. Donc, certains d'entre vous, vous pouvez peut-être remarquer qu'il y a davantage de comités législatifs et vous voyez que certains comités n'ont pas autant de pétitions. Mais comme vous le savez, nous avons de nouvelles conditions selon le paragraphe 507.10, c'est que tous les comités législatifs doivent prendre acte sur chacune des pétitions. On voulait vraiment s'assurer que tous les comités législatifs puissent accomplir tout leur travail. Alors maintenant que les pétitions sont publiées dans le ADCA, nous allons commencer à organiser le comité qui examine les pétitions à l'avance, qui comprend les conseillers juridiques des conférences annuelles pour qu'ils puissent identifier les endroits où ces pétitions pourraient être inconstitutionnelles. Donc, lorsque vous allez commencer, vous pourrez alors identifier les endroits où il se pourrait qu'il y ait des conflits constitutionnels. Comme j'ai dit, le comité des pétitions va examiner mon travail. Ce n'est pas moi-même qui prend toutes les décisions. Nous avons aussi l'assistance de Gary, mais le comité des renvois également se réunit avant que la conférence générale se réunisse ou commence. Et s'il y a des questions quelconques, ils se réunissent aussi tous les jours pour savoir et s'assurer que les pétitions se trouvent là où elles doivent se trouver et être traitées, que ça soit dans un comité. Peut-être aussi, s'il y a un comité législatif qui termine son travail à l'avance, il se peut que ce comité serait appelé à aider un autre comité qui est chargé. Ces comités législatifs, comme vous le voyez dans le ADCA, il y a des pétitions qui les membres de ces comités ne sont peut-être pas complets, mais au fur et à mesure que nous recevons les certificats d'élection, nous allons rajouter ces délégués dans ces comités et vous verrez le nom de tous ces délégués pour les comités législatifs le premier jour dans le DCA. L'élection aussi des responsables de chaque groupe et de ces comités est nécessaire. L'évêque, en général, préside sur les élections de ses responsables. Nous élisons en général un président, un vice-président, un secrétaire. Et toutes ces personnes qui vont être élues doivent assister à une réunion et formation obligatoire avant qu'ils commencent leurs travaux dans les comités législatifs. Donc, évidemment, nous voulons nous assurer qu'au fur et à mesure que nous commençons ce travail, que tous ces responsables connaissent les réglementations et les procédures. Donc, les deux sous-paragraphes de 507.10 et 11, comme Abby a dit, c'est que toutes les pétitions doivent être traiter et recevoir un vote dans le comité législatif. Si c'est un vote positif, ça doit recevoir un vote à la séance plénière, ce qui n'est pas dans les règles de procédure. Mais ça se trouve dans la discipline. Vous pouvez suspendre les règles, mais pas la discipline. Il nous faut voter sur toutes les pétitions selon les dispositions du livre de discipline. Susan, maintenant, va parler de ce qui se passe après que les comités législatifs aient traité les pétitions, ce qui va se passer en plénière. Alors voilà, je travaille avec le comité sur l'ordre du jour et du calendrier. Ça, c'est un autre comité administratif qui se réunit avant le commencement de la conférence générale et très tôt tous les matins.
non seulement la première semaine, mais tout le temps. Et ils ont un travail très important. Un travail à faire très important, c'est, vous savez, le temps pour des présentations durant la plénière. Ils sont chargés de ceci. Si durant la conférence générale, une requête est faite, ce comité est chargé de décider s'il y a le temps d'intégrer cette demande. Il y a aussi parfois une demande pour changer l'ordre du jour de cette journée-là. C'est ce comité qui est chargé de décider si cela est possible. Donc, ce comité est très important pour savoir et traiter toutes les situations inattendues. Et puis aussi, un autre travail qu'ils font, c'est qu'une fois qu'une pétition ressort du comité législatif, est imprimé dans le DCA et avec tous les changements et les amendements, etc., ça devient un bloc de résolution, ça devient un point à l'ordre du jour. Donc, le comité, alors, va regrouper toutes ces pétitions en bloc. Alors, il ne s'agit pas de discuter chacune de ces pétitions. Parfois, nous pouvons les inscrire en bloc dans le calendrier et tous les jours, ce calendrier sera présenté. Donc, c'est inscrit à l'ordre du jour et dans ce bloc de résolution selon le nombre de votes qu'ils ont reçus, à l'affirmative ou à la négative, toutes les implications, etc. Donc, tout ce qui est assigné dans un bloc de résolution est publié dans le DCA, ainsi que tous les points individuels. Et les délégués ont l'occasion que si vous voyez une pétition sur le bloc de résolution avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez alors faire une requête et signer un formulaire et le remettre à mon bureau et avoir les signatures nécessaires pour l'enlever de ce bloc de résolution. Et ça sera mis à l'ordre du jour à un autre moment. À un moment donné, les responsables des comités législatifs, les présidents de ces comités législatifs, alors rejoignent le comité d'ordre du jour et examinent toutes ces pétitions qui doivent être discussion et décident dans quel ordre cela sera fait et présenté à la plénière. Alors, je fais le mieux possible pour voir, trier et voir comment nous pouvons gérer pour faire en sorte que nous soyons conformes au livre des disciplines. Et donc, ce que nous essayons de faire, alors, c'est de nous assurer que chaque comité législatif a l'occasion de faire une présentation s'il y a certains sujets qui sont liés ensemble à travers plusieurs comités. Nous essayons de les regrouper ensemble. Donc, peut-être, vous pourrez dire que c'est comme la magie que nous faisons pour aboutir à nos présentations d'une manière ordonnée. Mais c'est la façon dont nous déterminons l'ordre et la façon dont nous traitons les pétitions chaque jour. Ce n'est pas moi seul, c'est un comité entier. Et puis, je voulais aussi vous dire que si une pétition n'est pas soutenue par le comité législatif et que c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup à dire, vous pouvez aussi remplir un formulaire avec les signatures nécessaires, avec un formulaire rempli correctement pour le retirer de cette section qui dit que ça n'a pas été soutenu et adopté et cela serait considéré à la plénière. Donc, si vous voulez discuter quelque chose à la plénière ou retirer une pétition d'un bloc de résolution, alors vous pouvez remplir le formulaire. Alors maintenant, je me tourne envers Sarah.
Merci, Susan. Alors, comme vous avez entendu, il y a 14 comités législatifs, plus le comité permanent en matière des conférences centrales. L'attribution des salles sera annoncée un peu plus près de la conférence générale. Il nous faut avoir le nombre de délégués pour chaque salle. Il nous faut aussi savoir combien d'interprètes et de langues seront nécessaires pour chaque salle. Les affectations de logement ont été distribuées à la fin du mois de décembre. Je sais que quelques-uns d'entre vous n'ont pas reçu vos courriels et vos réservations. Donc, faites-moi savoir si vous n'avez pas reçu la confirmation des logements. Nous essayons de vous envoyer les mails pour ces réservations. La réservation des vols est toujours ouverte pour les délégués titulaires. Pour les délégués de des conférences centrales, nous les réservons au fur et à mesure que le visa a été obtenu. Nous ne payons que les vols pour les délégués titulaires et le logement, et les délégués suppléants, le premier clergé, le premier laïc des délégués suppléants reçoivent une copie du ADCA. Alors voilà, ça c'est très difficile à faire. Alors nous avons reçu des informations très décevantes sur les difficultés que nous rencontrons pour obtenir des entretiens pour l'obtention de visas dans certains pays. Et c'est des raisons d'éventuelle interdiction de voyager ou fermeture d'ambassade. Alors sachez que nous prenons cela au sérieux et que nous travaillerons avec nos contacts au sein du gouvernement américain pour mieux comprendre et partager l'importance de la pleine représentation de nos délégations à la conférence générale 2020. Alors si vous découvrez quelque chose de nouveau si vous entendez des informations de la part des délégations, veuillez contacter le bureau de la conférence générale si vous avez d'autres connaissances et d'autres préoccupations. Puisque c'est nous qui émettons l'invitation, nous devons participer à la prise de contact avec nos représentants gouvernementaux. Nous remercions les délégués qui nous ont avertis de ces difficultés et nous verrons si nous pouvons faire quelque chose parce que nous voulons que nos délégations soient représentées au mieux. Nous ferons de notre mieux. Et d'autre part, pendant la conférence générale, vous avez la possibilité de faire un don par des offrandes. Alors, je voulais vous indiquer quelles seront les offrandes. Alors, la première offrande, c'est pour le soutien aux ministères globaux et locaux. La moitié sera offerte à l'initiative Pan Méthodie sur les enfants et la pauvreté. Un quart de cette offrande va être destiné à un ministère local de la conférence de Minnesota et un quart au ministère de la conférence annuelle de Dakotas. Deuxième offrande sera destinée à la migration mondiale. Et puis la troisième, qui est ma préférée, c'est pour les pages et les maréchaux qui sont des bénévoles entièrement à leurs propres frais. Donc, c'est toujours une bonne chose de leur faire une petite offrande pour l'argent et le dévouement qu'ils ont fait pour participer et nous aider durant cette conférence générale. Alors voilà, c'est l'occasion que nous pouvons redonner en faisant des offrandes. J'ai étudié la musique et éducation et théologie et j'aime bien être entourée par des gens qui aiment beaucoup les chiffres. En tant que personnel, nous sommes heureux d'être en partenariat avec tous ceux qui font le travail pour que la conférence générale marche. Les volontaires, les laïcs et les clergés du monde entier nous entourent. Si vous avez essayé de faire un coup de téléphone Zoom avec décalage d'heure de 12 heures et trouver un temps où tout le monde peut se réunir, soyez sûr pourquoi nous ne pouvons pas vous donner une réponse rapide. Les gens travaillent, les gens aiment
dormir. Ils ont leur famille et nous devons les soigner aussi. Nous amenons beaucoup de personnel en bénévole. Ce sont des volontaires. Ils ne sont pas là pour recevoir des salaires, mais ils se donnent bénévolement pour nous aider, pour faire le travail de la conférence générale et pour leurs familles pour lesquels ils sont absents pendant 3 semaines. Nous venons longtemps. Nous venons à l'hôtel. Nous vivons là pendant presque un mois. Alors, c'est un lourd fardeau que les familles acceptent pour nous permettre d'être absents longtemps comme ça. Nous collaborons avec le comité d'hôtes, l'hospitalier. Notre travail est soutenu par beaucoup d'activités de nos agences générales et ils nous soutiennent pour donner tout dont nous avons besoin. Et parfois, ils sont très créateurs que nous avons compris. Alors, surtout aux secrétaires généraux et le personnel des agences, merci beaucoup. Et de mon côté, merci aux secrétaires des conférences annuelles, des juridictions et les conférences centrales d'avoir répondu avec tous les formulaires nécessaires. Merci et merci à eux. On y va. Oui, merci à vous tous pour l'information qui nous aide. Maintenant, nous avons quelques moments pour répondre aux questions que vous pouvez avoir. Si vous avez une question, trouvez un micro tout proche de chez vous et nous allons vous appeler. Lonnie Brooks, laïque, Alaska, pour Abby Parker Herrera. L'équipe de négociation qui nous a donné le protocole ont dit que leur méthode préférée d'introduire la législation est d'avoir un ou deux conférences annuelles qui pouvaient avoir des sessions spéciales avec la clause exception de 507 qui se réunit 45 jours avant la conférence générale, d'adopter les pétitions qui vont soumettre à la conférence générale. Ce serait intéressant de savoir quel est votre plan pour recevoir ces pétitions qui viennent de cette manière. Nous avons recherché ça et si nous recevons des pétitions, Gary et moi et le comité va parler de ça. Bonjour, Jay Brin de Rio, Texas. Nous avons eu un débat là-bas concernant les Chromebooks, ce qu'on va remettre, si ça va. Est-ce que vous avez planifié l'achat des Chromebooks à la fin de la conférence générale s'il y a des pertes? J'ai une réponse. Alors, non, nous n'allons pas donner l'option de les acheter. L'agence continue à travailler sur ces ordinateurs. Nous pouvons les employer pendant 7 ans. Alors, nous avons plus d'une conférence générale. Alors, nous les ramassons parce que nous voulons les employer pour les conférences générales prochaines. Joe Harris, Oklahoma Conference Clergé. Je m'excuse si je n'ai pas bien compris mes deux questions. Une, est-ce qu'il y aura vote électronique dans les comités? Et deux, est-ce qu'il y aura des parlementaires dans les comités? Il y aura des votes électroniques dans les comités législatifs. Ça fait partie de ce qu'on a fait le contrat. Donc, il y aura des personnels supplémentaires pour être dans 14 lieux à la fois pour soutenir ce travail. Nous devons avoir la technologie très précise pour avoir les appareils pour que ça
ne transmet pas des murs. Euh, le besoin de vote électronique, si vous vous rappelez, est venu par les soucis concernant les délégués qui étaient supervisés dans leur vote et on leur a donné des rapports sur leur vote et ils ont perdu leur désignation s'ils avaient voté tel qu'ils ne devaient pas. Et ces accusations sont venues avec les rapports de statut et rôle des femmes. Alors, nous avons voulu protéger les votes et la capacité de voter la conscience pour ne pas être supervisé. Alors, nous avons voulu que ça soit disponible dans les comités législatifs ainsi que dans le plénière. Il y aura les parlementaires, il y a des évêques retraités et d'autres parlementaires qui sont sélectionnés par le secrétaire et désignés à chaque comité législatif. Donc, nous avons des gens qui fonctionnent dans les comités législatifs. Une autre partie pour les parlementaires est qu'il est disponible si je ne suis pas là où il y a deux questions à la fois à résoudre. Nous sommes capables de venir assister aux questions parlementaires. Je viens de Sud Nigeria. Si un délégué n'a pas reçu le visa, qu'est-ce que vous devez faire pour le réserve, délégué de réserve, qu'il soit assis? Répétez, il y a certains de nos délégués qui n'ont pas reçu le visa, alors nous voulons les remplacer par leurs suppléants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour leurs suppléants? Gary peut répondre. Là où Sarah et moi, nous collaborons ensemble, nous sommes à Zoom ou téléphone ensemble. Alors, un des projets que nous avons, c'est si un visa n'est pas accordé, le délégué suppléant va le remplacer. Dans le processus d'accréditation, il y a 3 groupes élus. Délégué primaire, délégué supplémentaire à la conférence centrale et délégué suppléant. Ils sont nommés sous l'ordre de leur élection. Et si un délégué primaire ne peut pas être à la conférence générale, le délégué de conférence centrale monte une position dans l'autre. Donc, vous ne choisissez pas n'importe qui, ça doit venir selon l'ordre d'élection. Alors, si nous recevons la nouvelle avant l'achat des billets, nous pouvons substituer le suppléant à la position automatiquement et commencer à faire des arrangements pour le voyage. La nouvelle doit venir par secrétaire de la conférence annuelle et confirmée par le secrétaire de la conférence annuelle. Si on apprend après l'achat des billets, le processus est différent parce que le délégué qui est sur le billet, il a le billet. C'est son propriété. Ça appartient à lui. Alors, c'est un processus que maintenant nous devons faire pour transférer ce billet et quelqu'un paye, l'autre le garde. Ils doivent arranger cela dans les délégations. Si on peut apprendre cela avant l'achat des billets, ça c'est clé. C'est très important. Encore une question, votre question, et puis l'équipe sera disponible après la panel. Je m'appelle Bethany Imi, je suis laïque, chef de délégation Nouvelle-Jersey. J'ai une question. Il y en a plusieurs de nous qui amènent nos enfants avec nous, des nouveau-nés, des bébés de 18 mois.
la mienne a 18 mois. Alors, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est arrangé pour que les enfants puissent être amenés à nous s'il faut les nourrir ou bien euh, les soigner? Est-ce qu'ils doivent avoir des accréditations? Est-ce que la personne qui les amène doit avoir de l'accréditation? Est-ce qu'on peut amener les pousse-pousse? C'était un problème pour moi la fois passée. Alors, nous donnons un badge qui, qui est tétine. Alors, j'ai collaboré avec des nouvelles mamans qui sont déléguées. C'est merveilleux, les mamans déléguées. Moi, je suis maman. Mes enfants ont 10 à 14 ans. Il y a certaines choses que j'ai préparées pour les mères. Si les mères viennent avec un bébé ou jeune enfant, on fait une exception pour leur chambre pour qu'ils puissent avoir la personne pour garder l'enfant avec eux pour ne pas être avec un autre délégué. Oui, les, Poussette. les poussettes sont permises et il y a des provisions pour les, les aides pour les bébés et ils peuvent amener l'enfant au délégué. Et il y a certaines choses aussi que nous voulons préparer comme mère qui a nourri mes enfants, mère qui allait. Et merci pour les délégations qui nous prévoient. Merci pour cette question. S'il y a une autre personne dans cette situation, dites-moi, s'il vous plaît.